Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'étude du mouvement d'une planète qu'on va noter P, de masse petit m, que l'on va assimiler à un point matériel, et elle sera en orbite autour d'un astre qu'on va noter A, de masse grand M. On va se placer, pour simplifier, dans l'approximation d'une orbite circulaire de rayon petit r qui va être égale à la distance AP. Comme dans tout exercice de mécanique, on va d'abord s'intéresser à définir le système que l'on va étudier. Donc ici, comme je viens de le dire, le système qui va nous intéresser, c'est la planète P qui va être assimilée à un point. On va définir ensuite le référentiel d'étude, donc le référentiel qui va être adapté ici à l'étude du mouvement de cette planète autour de l'astre. Ça va être un référentiel qu'on pourrait appeler un référentiel astrocentrique, supposé galiléen, qui, comme tout référentiel, est défini par un point et trois axes. Donc on choisirait ici comme point le point A, qui serait l'astre assimilé donc à un point matériel, et trois axes dirigés vers trois étoiles fixes. Le mouvement est circulaire, donc plan, et je rappelle que dans ce type de mouvement, on peut choisir le repère de Fresnel pour réaliser une étude dans des conditions adaptées. À ce sujet, je rappelle que vous pouvez aller voir la vidéo de présentation du repère de Fresnel. On fait ensuite un bilan des forces. Donc on va, pour simplifier la situation, négliger toutes les forces autres que la force exercée par l'astre sur la planète, qu'on notera F de A sur P. On néglige les forces de frottement et les forces d'attraction d'autres astres ou d'autres planètes ou d'autres satellites qui pourraient se situer à proximité. Toujours dans le même principe que ce qu'on a fait dans les autres exercices de mécanique, nous allons maintenant appliquer la deuxième loi de Newton à la planète P de masse m dans le référentiel astrocentrique, supposé galiléen. Je ne le reprécise pas puisque je l'ai fait dans la présentation du système auparavant. L'application de la deuxième loi de Newton va donc nous donner somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. M étant la masse de la planète, je peux la considérer comme constante. À ce moment-là, l'application de la deuxième loi de Newton va nous donner de manière simplifiée F de A sur P est égal à m fois l'accélération. La force exercée par l'astre sur la planète est la force d'interaction gravitationnelle, qui peut être donc schématisée de cette manière-là. Cette force est égale en norme à la constante universelle de gravitation grand G, multipliée par la masse de l'astre, multipliée par l'astre de la planète, divisée par la distance au carré entre l'astre et la planète. Et si je veux m'intéresser à cette force de manière vectorielle, il faut que je l'oriente suivant un vecteur unitaire, qui serait un vecteur directeur de cette force-là. Si je me place dans le repère de Fresnel, je vais pouvoir utiliser le vecteur UN, vecteur normal, et par tracé de la force, je me rends compte que cette force est orientée suivant plus UN, et donc la force exercée par l'astre sur la planète est égale à grand G fois grand M fois petit m divisé par R au carré selon le vecteur normal UN. En remplaçant cette expression dans la deuxième loi Newton, je me retrouve donc avec G fois grand M fois petit m sur R au carré selon le vecteur UN est égal à M fois l'accélération de la planète. On en déduit, après simplification par la masse petit m, que l'accélération de la planète lorsqu'elle est en mouvement sur son orbite est égale à g fois la masse de l'astre divisé par la distance astre-planète au carré, tout ça orienté selon le vecteur un. Or, je sais que dans un repère de Fresnel, l'accélération peut s'écrire sous forme de deux termes, une accélération tangentielle qui est égale à d de v sur dt suivant le vecteur ut, plus une accélération normale qui est égale à v carré sur r suivant le vecteur un. Par identification, je vais obtenir que d de v sur dt est égal à 0, c'est-à-dire que la vitesse de la planète sur son orbite est constante. D'un autre côté, quand je fais l'identification, je trouve aussi que v au carré sur r est égal à g fois la masse de l'astre divisé par la distance astre-planète au carré. Je peux en déduire l'expression de la vitesse au carré de la planète sur son orbite, et j'en déduis ensuite, en passant à la racine carrée, que la vitesse de la planète sur son orbite est égale à la racine carrée de g fois grand M sur la distance astre-planète petit r. Je me rends compte que la vitesse non seulement est constante, ça on l'avait déjà établi tout à l'heure avec l'expression de l'accélération tangentielle, mais je me rends compte aussi que la vitesse de la planète sur son orbite est indépendante de la masse de cette planète. Je me rends compte aussi que cette vitesse augmente si la distance astre-planète diminue, et donc la planète va tourner d'autant plus vite autour de l'astre que celle-ci est proche de l'astre. Alors je peux faire une petite remarque. Déjà on a montré que si le mouvement était circulaire, c'était une hypothèse au début de notre démonstration, si le mouvement était circulaire, alors on vient de montrer que ce mouvement est forcément
circulaire uniforme, puisqu'on vient de montrer que la vitesse est forcément constante. Deuxième remarque, dans certains exercices, on ne parle pas de la distance entre le centre de l'astre et le centre de la planète, qu'on avait appelé petit r, mais on fait parfois intervenir l'altitude de la planète par rapport à l'astre, ou du satellite par rapport à la planète. Donc cette altitude, on la note petit h, et à ce moment-là, dans la relation qu'on a établie concernant la vitesse ou la force de gravitation, eh bien on remplacera le petit r qui est présenté ici par le rayon de l'astre grand RA plus petit h, l'altitude à laquelle se trouve la planète par rapport à l'astre. Et enfin, troisième remarque, il faut faire très attention aux unités quand on va passer aux applications numériques, puisqu'il va bien falloir mettre tout le temps les masses en kilogrammes et les distances en mètres, alors que bien souvent dans l'énoncé, les distances sont en kilomètres. Donc attention aux unités. Alors une petite définition, je rappelle que ce qu'on appelle période de révolution, c'est la durée qui est mise par la planète pour faire un tour complet autour de l'astre. Alors on va s'intéresser dans le cadre de notre étude à la période de révolution de la planète autour de l'astre. On reprend le cadre du mouvement circulaire. On avait tout le temps la planète P qui décrivait un cercle autour de l'astre. La circonférence du cercle, donc de l'orbite, je pourrais l'appeler petit d, je pourrais dire que c'est la distance parcourue par l'astre lorsqu'il fait un tour au cours d'une période. Et bien cette distance que je peux noter petit d, c'est égal à 2 fois pi fois r, avec r tout le temps la distance entre l'astre et la planète. La période de révolution va donc être donnée par t égale distance parcourue, donc 2 pi r, divisé par v. En effet, on est dans le cadre d'un mouvement de rotation uniforme, un mouvement circulaire uniforme. Donc petit r est constant, v est constant, donc on peut utiliser la bonne vieille relation v égale d sur t et en tirer que t égale d sur v, adapté à cet exemple ici. En remplaçant l'expression de petit v dans la formule qu'on vient d'obtenir, donc t égale 2 pi r sur v, on obtient donc t égale 2 pi r sur racine carrée de g fois grand M sur petit r. Après simplification de la fraction et modification de son allure générale, on obtient donc t égale 2 pi fois racine de r au cube divisé par g fois grand M. J'ai fait rentrer le petit r qui était à l'extérieur de la racine carrée à l'intérieur en disant que petit r c'est racine carrée de r au carré. Cette relation qu'on vient d'obtenir, on peut l'élever au carré. On obtient donc que t au carré est égal à 4 pi au carré fois r au cube sur g fois grand M, ou encore t carré sur r au cube égale 4 pi carré sur g grand M. 4 pi carré sur g grand M, c'est une constante qui va dépendre uniquement de la masse de l'astre attracteur. Donc cette relation qu'on obtient s'appelle la troisième loi de Kepler. Le fait que t au carré sur r au cube soit égal à une constante, ça veut dire que pour n'importe quelle planète qui tournerait autour de cet astre, eh bien on aurait la relation période au carré de cette planète divisée par distance planète-astre au cube est égale à une constante qui ne dépend que de la masse de l'astre attracteur. Le raisonnement que je viens faire ici dans cette petite vidéo, c'est un raisonnement type qu'il faut savoir refaire et qui est demandé très souvent dans les exercices de bac. Donc il faut savoir refaire tout le raisonnement pour établir la troisième loi de Kepler, l'expression de la vitesse de rotation de la planète autour de l'astre, etc. uniquement à partir de l'hypothèse de départ que la planète est en mouvement circulaire autour de l'astre attracteur.